Bon, bien, bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Sachez que pour un enseignant, ça fait plaisir de pouvoir parler sans masque devant un vrai public, ça fait 30 ans que ça ne m'est pas arrivé. Et donc, merci beaucoup d'être aujourd'hui parmi nous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de piles, batteries, mais essentiellement piles, et de thermodynamique et d'énergie. Et par contre, je ne vais pas faire ça de la manière classique, je dirais. Je ne vais pas vous parler de la quantité d'énergie qu'on met dans une pile ou une batterie, mais plutôt faire le processus inverse, c'est-à-dire essayer de comprendre historiquement en quoi les piles et les batteries, mais encore une fois essentiellement les piles, ont été des outils absolument essentiels pour la compréhension de ce qu'est l'énergie et pour alimenter la thermodynamique en données fiables. Okay. Donc c'est un petit peu l'histoire que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais partir de la révolution industrielle pour arriver maintenant et vous montrer en fait que tout au long de cette histoire, il y a certainement plein de choses à apprendre, à retenir ou des choses qu'il faut toujours avoir un petit peu en tête pour les progrès futurs. Alors le plan que je vous propose aujourd'hui va être le suivant. Alors, il y aura trois grands volets en fait. Donc un premier volet aussi, ici, où je vous ferai des rappels de thermodynamique. Thermodynamique, je vous rappelle que la naissance est liée à la nécessité de mieux comprendre le fonctionnement ou d'améliorer le rendement des machines à vapeur au niveau de la révolution industrielle au début du XIXe siècle. Et thermodynamique qui s'est très rapidement révélé être applicable à tout autre système de transformation physico-chimique, dont la métallurgie, par exemple, et tout processus physico-chimique de transformation de la matière. Et il s'est avéré très vite que cette thermodynamique devait être alimentée par énormément de données thermodynamiques fiables, dont la très grande majorité ont été apportées par des systèmes thermodynamiques électrochimiques, essentiellement les piles à haute température. Donc l'électrochimie du solide à haute température est extrêmement liée à l'évolution de notre connaissance de l'énergie, de la thermodynamique et de son application à l'échelle industrielle. Et comme vous le verrez, c'est une histoire en fait, qui relève aussi d'un très grand nombre de progrès au niveau de la conception d'électrolytes stables, solides, à haute température. Et puis, cette histoire en fait, sera régulièrement illustrée par des implications de la métallurgie, dont le corollaire est la corrosion, la façon d'enseigner aussi, les diagrammes d'Ellingham sont issus de ça, et puis la détermination et l'élaboration de diagrammes de phase, binaires ou ternaires, voire même observer in situ la croissance des particules juste en mesurant un potentiel. D'accord ? Alors, je vais commencer par la révolution industrielle, qui en fait correspond à l'opposé de ce qu'on essaye de faire en ce moment, en fait, puisque la révolution industrielle, c'était plus ou moins l'abandon des ressources d'énergie l'abandon des sources d'énergie renouvelables pour alimenter les machines à vapeur avec du charbon, du gaz, du pétrole. Et la machine à vapeur a permis un accès extrêmement facile, très modulable, à une puissance physique, donc à un travail extrêmement facilement adaptable à différents domaines de l'industrie. Et donc ça s'est appliqué très très rapidement à des domaines aussi variés que la métallurgie, l'industrie des mines, le textile, l'agriculture, le transport, etc., etc. Donc ça, c'est le début du XIXe siècle. Mais extrêmement rapidement, la question s'est posée de comment augmenter le rendement des machines à vapeur, parce que les toutes premières machines à vapeur qu'on appelait les machines à feu avaient un rendement d'environ 1,5%. C'est-à-dire qu'il y a 1,5% de l'énergie calorifique produite par la combustion qui était transformable en travail mécanique, donc en mouvement directionnel. Et donc, dès le début du XIXe siècle, s'est posée la question du rendement, et le rendement entre la chaleur et le travail, qui sont en fait deux modes de transfert d'énergie au cours de la transformation d'un système physico-chimique. Alors, la première étape extrêmement importante, c'est Sadi Carnot, qui en 1824 a écrit ce petit fascicule, extrêmement bien écrit. C'est aussi littéraire que mathématique ou physico-chimique, mais à lire, c'est extrêmement agréable. Alors c'est un petit fascicule qui n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque, parce qu'en fait, il n'y a eu que quelques centaines d'exemplaires imprimés. Mais le point très important, c'est que Sadi Carnot, dans ce petit livre, invente une machine constituée d'un piston qui contient à l'intérieur ici une substance qui peut s'expanser et se contracter à volonté,
Et ce piston, en fait, si on le déplace de matière alternative en contact entre une source chaude T2, puis une source T1, source froide T1, puis la source chaude, etc., si on fait des cycles de contact source chaude, source froide, et que ce passage alternatif entre source chaude et source froide suit ce cycle ici, pression-volume, ici, voilà. Ça ne fonctionne pas forcément toujours très bien. Donc vous voyez, peut-être que ça ne marchera qu'une seule fois, mais vous voyez en fait un cycle qui est constitué de 2 phases isothermes et de 2 phases adiabatiques. Carnot démontre qu'en suivant ce cycle-là, on peut produire du travail. On produit du travail à condition qu'on ait 2 sources de température différentes. Et, par un calcul extrêmement simple, en fait, Carnot arrive à démontrer que la quantité de travail qui est fournie est toujours très inférieure à la quantité de chaleur qui a été transférée de la source chaude vers la source froide. Mais que, quelle que soit la nature de la substance qui se trouve dans le piston, le rendement sera toujours le même. OK ? Donc ça, c'est le 1824. C'est la première fois où en fait, on met au point, en théorie, un moteur idéal pour fabriquer du travail avec de la chaleur. Alors ça, ce n'est pas tout. Ce qui est très important de voir, c'est qu'à l'époque de Sadi-Carnot, la chaleur était encore considérée comme une substance. Donc la chaleur est une énergie, mais en même temps une substance. Donc ça, c'est un héritage de Lavoisier et de l'époque de l'alchimie. Donc ça reste une substance. Et donc, du coup, je dirais de manière extrêmement logique, Carnot fait l'analogie entre une chute d'eau, avec de l'eau qui chute d'un dénivelé ΔH, et puis la chaleur, qui est une substance aussi à l'époque, et qui chute d'un dénivelé ΔT. Donc c'est une différence de température. Et Carnot, bien évidemment, connaît déjà à l'époque la relation qui lie la hauteur d'une chute d'eau avec l'énergie qu'on peut récupérer, donc c'est mgh, donc le travail est directement proportionnel au dénivelé, la hauteur de chute. Et bien, quand Carnot a essayé de faire la même chose avec la chaleur, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout, et que l'énergie mécanique que l'on récupère avec une machine à vapeur qui fonctionne avec un ΔT donné, cette énergie mécanique ne dépend pas que du ΔT, mais également de la position du ΔT sur une échelle de température. Donc c'est ce qui est exprimé ici, c'est en fait le travail qu'on récupère quand on fait transférer une quantité de chaleur donnée de 1 degré Celsius à 0 degré Celsius, ça c'est la température source chaude, source froide. Ce travail ici est supérieur au travail que l'on peut récupérer si on fait transiter la même quantité de chaleur de 101 degrés à 100 degrés Celsius. Donc le ΔT n'est pas suffisant à connaître, il faut aussi connaître la position du ΔT sur une échelle de température. Donc de là est née l'idée que la chaleur est une source d'énergie, est une énergie comme une autre, dont la quantité s'exprime en joules, mais cette chaleur est également caractérisée par une quantité certes, mais également une qualité qui à l'époque n'était pas formalisée encore, une qualité qui gère sa capacité à se transformer en travail. Donc 100 joules, ça peut peut-être faire 20 joules de travail, ça peut faire 25 joules de travail, ça peut en faire 30. Ça dépend de la qualité de la chaleur, et cette qualité est directement dépendante de la température à laquelle cette chaleur est utilisée. OK ? Alors, 20 ans plus tard, a été démontré le premier principe de la thermodynamique, qui est simplement l'abandon de l'idée que la chaleur est une substance. Donc la chaleur, à partir de 1840, est une énergie comme une autre, comme le travail. Et Clausius a profité de l'occasion pour en fait reformaliser les idées de Carnot et reformuler et redémontrer et confirmer les idées de Carnot, simplement en expliquant que quand on extrait une certaine quantité de chaleur Q2 d'une source T2, il n'y en a qu'une partie qui est transformée en travail, et il y a une partie qu'on appelle Q1 qui est perdue, dite dégradée, et qui est rendue à la source froide de température T1. Donc une seule partie de l'énergie est transformable en travail. Q1 est une partie de l'énergie qui n'est pas convertible en travail, et l'apport essentiel de Clausius est d'avoir démontré que même si le rendement est toujours inférieur à 1, il existe un rendement maximum qui est atteint quand on a l'équivalence entre Q1 sur T1 et Q2 sur T2. Okay ? Et de cette équivalence ici mathématique, Carnot en déduit ce qu'on appelle maintenant le rendement de Carnot, donc c'est le rendement de transfert chaleur vers travail, égal à 1 moins T1 sur T2, et en fait ça on appelle ça le rendement de Carnot, mais en fait il faudrait plutôt appeler ça le rendement de Clausius appliqué à la machine de Carnot.
Et à partir de cette équation ici, on retrouve exactement les mêmes conclusions de Carnot. Okay, donc le rendement dépend du delta T, mais aussi de la position du delta T sur une échelle de température. Donc ce rapport Q sur T, qui a été proposé par Clausius comme étant un curseur qui permet finalement de savoir quelle est la quantité de chaleur, de travail récupérable avec une certaine quantité de chaleur, et bien, en fait, Clausius, quelques années après, en 1865, lui donne un nom, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Donc l'entropie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la caractéristique d'un système, et cette caractéristique varie en fonction de la quantité de chaleur qu'on lui prend ou que cet objet récupère à une température T qui est fixée. Alors l'entropie, c'est une donnée qui est très fertile. Il y a même un film qui est sorti il y a quelque temps qui s'appelle Tenet, qui parle d'entropie inversée. Alors, si vous pouvez m'expliquer ce film-là, je suis preneur parce que je n'ai pas compris du tout le film. Mais toujours est-il que je ne vais pas parler d'entropie inversée, mais d'entropie tout court. Donc l'entropie, on la définit de façon, je pense, extrêmement simple. Il ne faut pas chercher plus compliqué que ce pourquoi ça a été créé. L'entropie, c'est une mesure du niveau d'incapacité d'un système qui échange de la chaleur à voir cette chaleur transformée en travail. Alors autrement dit, l'entropie est une mesure du niveau de dispersion d'énergie dans un système. Donc plus un système contient d'entropie, plus la chaleur qui pourrait échanger avec un autre système ou avec son environnement sera intransformable en travail. Et on peut considérer que Ts, le produit de la température par l'entropie, c'est une mesure de la quantité d'énergie contenant un système qui est dégradé et qui ne pourra pas être transformé en travail mécanique. Alors même si c'est une notion qui est parfois un peu abstraite, de façon un petit peu ironique, c'est la seule variable thermodynamique qui puisse être accessible à l'expérience. Donc en mesurant en fonction de la température avec une manip de calorimétrie, en fonction de la température, si on mesure l'évolution de la chaleur spécifique divisée par la température, et qu'on fait la somme de tout ça, on a l'entropie. Donc l'entropie, de façon absolue, est mesurable par l'expérience. Et on sait maintenant, beaucoup d'exemples qui le montrent, que l'entropie, pour une même substance, l'entropie d'un solide est toujours inférieure à l'entropie d'un liquide, qui est elle-même extrêmement inférieure à l'entropie d'un gaz. Donc si on prend les trois états physiques d'une substance, c'est le gaz qui contient plus d'entropie, le liquide beaucoup moins et le solide un petit peu moins. Okay. Et puis si on garde l'exemple du gaz, eh bien, en fait, on arrive à montrer assez facilement par l'expérience que, par exemple, il y a plus d'entropie dans l'air que dans la juxtaposition des gaz constitutifs de cet air. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que les gaz se mélangent augmente leur entropie. L'entropie augmente avec la température et le volume occupé par un gaz. L'entropie augmente avec la masse moléculaire d'un gaz. Par exemple, ici, un gaz monoatomique comme les gaz rares, on voit que l'entropie augmente de façon monotone. À masse molaire égale, l'entropie augmente avec le nombre d'atomes qui constituent une molécule, puisque là, c'est le nombre de degrés de liberté de vibration qui augmente, donc la dispersion d'énergie augmente également. Et au cours d'une réaction, comme ici la décomposition de l'ozone en oxygène, on voit que, en fait, il y a plus d'entropie dans 3 molécules de dioxygène que dans 2 molécules d'ozone. Okay. Donc le nombre de molécules qui intervient fait également augmenter l'entropie d'un système. Donc voilà, donc là, ce bref rappel ici, c'est terminé pour la première partie. Donc les acteurs de tout ce qui va suivre, c'est ça, c'est travail, chaleur et l'entropie, qui est en fait le curseur qui permet de savoir que la quantité de travail, de chaleur, qui sera transformable en travail mécanique. Donc chaleur, travail et entropie. Alors maintenant, si on revient un petit peu à l'expérience, et en fait les contraintes expérimentales ou les faits expérimentaux qui vont être importants, il y a la pression. Donc dans la majorité des situations naturelles, qu'elles se passent à pression ambiante ou non, la majorité des réactions chimiques qui nous entourent se font à pression constante. Et c'est d'ailleurs la majorité des systèmes électrochimiques, piles, batteries, condensateurs, ont des réactions qui se font à pression constante, qu'elles soient atmosphériques ou non, elle est constante. Donc on va fixer ça comme contrainte expérimentale ou comme fait expérimental observé. Et mathématiquement, le fait de se fixer une pression qui est constante, ça change énormément de choses d'un point de vue mathématique et d'un point de vue thermodynamique. Et donc c'est la contrainte expérimentale qui va dicter la simplification mathématique. Alors pourquoi je prends l'exemple de la pression? Ça marche aussi avec le volume.
Si on choisit par exemple deux variables qu'on appelle conjuguées, alors deux variables conjuguées, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux variables qui, si on trace l'une en fonction de l'autre, délimitent une surface ici dont la valeur correspond à une énergie. Donc pression et volume sont deux paramètres ou deux variables qui sont conjuguées. Donc si on calcule la surface de la surface verte ici, on a une énergie qu'on appelle le travail. Et si la pression varie de façon aléatoire avec le volume, tel que c'est présenté là sur le schéma à l'écran, ben si on veut calculer la surface de ce travail, ben il va falloir connaître l'ensemble des coordonnées de tous les points ici que l'on décrit quand on va du point initial de la réaction au point final de la réaction. Donc le point initial est ici, le point final est ici. Et donc, il va falloir procéder à un calcul infinitésimal et d'intégration pour faire en fait la somme de tous ces petits rectangles ici qui ont chacun comme surface PdV. Et on fait la somme entre le point initial et le point final. Et on associe tout ça à un signe négatif qui est une convention qui permet de savoir que le travail a été donné par le système au milieu extérieur. Okay, donc, c'est un travail que vous recevez. Donc, c'est assez contraignant d'un point de vue expérimental parce qu'il faut connaître le point I, le point F et tous les points intermédiaires pour pouvoir faire le calcul. Si on fixe une pression constante, encore une fois, ça ne veut pas dire atmosphérique, c'est quelle que soit la pression, si elle est constante, ben, ce qui est intéressant, c'est que calculer la surface ici, ça revient à calculer la surface d'un rectangle. Et il suffit de connaître la coordonnée du point initial et du point final pour connaître, sans avoir besoin de connaître quoi qu'il se passe entre deux, on peut calculer le travail en connaissant uniquement le point de départ et le point final de la transformation physico-chimique qui est considérée. Donc ça, c'est très important, parce que ça veut dire que si on fixe la pression constante, les quantités de travail, et puis on peut aussi démontrer que ça marche aussi pour la chaleur, deviennent, ces quantités d'énergie échangées entre un système qui réagit et son milieu extérieur, ces quantités d'énergie deviennent ce qu'on appelle des fonctions d'état, ce qui veut dire qu'elles ne dépendent que du point de départ et du point d'arrivée. Et ce sera vrai également pour des batteries. Ce sera vrai pour tout système qui évolue de manière spontanée. Okay. Donc maintenant, on va se passer dans un contexte expérimental où on fixe la pression, mais on peut aussi, encore une fois, changer ça et fixer le volume. Mais pour rester dans un domaine de conditions expérimentales tout à fait compatibles avec le domaine des piles, des batteries ou des condensateurs, on va se fixer à pression constante. Et à pression constante, dans ces conditions-là, en fait, on va avoir besoin de changer la nomenclature des différentes choses que l'on décrit. Alors, le contenu calorifique d'un système mesuré à pression constante, donc la chaleur échangeable par un système à pression constante s'appelle l'enthalpie. Okay, ça se symbolise par H. Et c'est ce que je symbolisais ici par ce volume ici. Et en fait, cette quantité d'énergie calorifique échangeable a deux composantes. Une composante ici, qui va être maintenant représentée en vert, qui est G. Ça s'appelle l'enthalpie libre. Et donc ça, c'est la part de la chaleur qui est transformable en mouvement, qui peut donner un travail. Et ce qui reste ici, en fait, ça, c'est la partie non échangeable, c'est TS. Ça, c'est la partie qui est dédiée au désordre expérimental, au désordre énergétique, pardon. Et c'est la partie qui, au cours d'une transformation, ne pourra pas être transformée en travail mécanique. Donc on arrive à une relation que vous connaissez, qui est G égale H moins TS. Et depuis le début de l'exposé, tout ce qui concerne le travail, c'est en vert, tout ce qui concerne la chaleur, c'est en rouge. Donc G, ou delta G, c'est un travail mécanique. Et c'est ce que permet de mesurer une pile. Donc G, qui est l'enthalpie libre, H, qui est l'enthalpie totale, S, qui est l'entropie, ces trois fonctions, ces trois énergies sont des fonctions d'état. Ces deux-là ne sont pas déterminables par l'expérience, malheureusement. L'entropie peut être déterminable par l'expérience, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est essayer de déterminer les trois en même temps. Et la seule façon de déterminer les trois en même temps, c'est de mesurer en fait des variations de ces niveaux d'énergie en mesurant delta G, delta H, delta S. Et la seule manière de faire ça, c'est de mettre en œuvre une réaction chimique, une transformation chimique, physico-chimique. Donc on va prendre un système qui est ici, énergétique, qui se transforme. On a un autre système énergétique ici, avec GI, HI, SI qui sont les facteurs initiaux, et puis GF, HF, SF qui sont les coordonnées thermodynamiques finales du système.
Et puis, ben, si on fait une différence simple entre le point initial et le point final, puisqu'on est dans des conditions expérimentales qui permettent de ne tenir compte que de ces deux points-là, on arrive à la relation ΔG égale ΔH moins ΔTS. Si la température initiale et finale sont les mêmes, on arrive à ΔG égale ΔH moins T ΔS, qui est une relation qui est très connue. Okay. Alors, ΔS est supérieur à 0 si le désordre augmente, le contraire si ΔS diminue, est négatif. ΔH, si la réaction émet de la chaleur, elle est dite exothermique, sinon si elle absorbe de la chaleur, elle est endothermique. Et puis en 1873, et ça c'est un tournant de la thermodynamique, Gibbs démontre mathématiquement que pour qu'un système évolue spontanément, dans le contexte qui nous intéresse, c'est la décharge d'une pile ou d'une batterie, quand la réaction se fait spontanément, l'enthalpie libre doit diminuer. C'est-à-dire qu'un système ne peut évoluer spontanément que s'il produit du travail. Un système ne peut évoluer spontanément que si sa quantité d'enthalpie libre baisse. Les corollaires de cette loi, c'est que du travail doit être fourni pour que ce soit spontané, ou que l'entropie totale du système que l'on considère plus l'entropie de son environnement, il faut que l'entropie totale augmente. D'accord ? Donc cette relation, on va s'en servir souvent. Hein. Donc ΔG égale ΔH moins T ΔS. Et c'est la détermination de ces différents paramètres ici qui vont impliquer énormément par la suite les piles à haute température et donc les électrolytes solides que je vais vous décrire un petit peu plus tard. Donc l'enthalpie libre est la donnée thermodynamique essentielle à déterminer si on veut connaître la spontanéité d'un système et le travail qu'il est capable de produire. Et dans la nature, en général, on peut observer trois situations différentes. Une réaction exothermique avec création de désordre, avec une entropie qui augmente, ce sera une réaction qui sera toujours possible, spontanément, quelle que soit la température. Et ça, c'est par exemple la combustion du carbone ou la décomposition de l'ozone. Ces deux réactions sont deux exemples de réactions qui, spontanément, doivent pouvoir se faire, sauf si la cinétique est limitante. A l'inverse, une réaction endothermique avec création d'ordre, c'est-à-dire un ΔG toujours positif, sera toujours impossible, quelle que soit la température. Ça, c'est l'exemple de la photosynthèse. Il faut un apport d'énergie extérieure pour que cette réaction puisse avoir lieu. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quand les deux ont le même signe, ΔH et ΔS, dans ce cas-là, le signe de ΔG, c'est-à-dire le sens d'évolution de la réaction, va dépendre de la température. Alors ça veut dire qu'il existe une température d'inversion. Cette température d'inversion, là où le ΔG devient égal à 0, c'est ΔH divisé par ΔS. Et ça, c'est par exemple, je vais vous donner quelques illustrations un petit peu plus tard, c'est l'exemple de la combustion de l'hydrogène pour donner de l'eau. Et c'est l'exemple aussi de toutes les réactions métallurgiques où on parle d'un métal, on le fait réagir avec de l'oxygène et on forme un oxyde solide. Toutes ces réactions-là sont inversables avec la température. Alors, quelques exemples, la combustion de l'hydrogène, à basse température, ça se fait spontanément. Alors, ça peut être soit voulu, soit accidentel, mais ça peut aussi se faire de manière extrêmement contrôlée dans une pile à combustible. Donc ça, c'est la combustion d'hydrogène dans l'oxygène à basse température. Mais on sait également que cette réaction peut s'inverser et à très haute température, par exemple dans une tour solaire, on sait que dès qu'on dépasse environ 2000 degrés Kelvin, on peut décomposer l'eau. Donc ça, c'est la thermolyse de l'eau. Elle a lieu à haute température. Donc c'est un exemple de réaction inversable avec la température. Et historiquement, il faut savoir que la fin de l'alchimie, le début de la fin de l'alchimie, c'est-à-dire quand on a commencé à démontrer que l'eau, l'air n'étaient pas des éléments purs, en fait, Lavoisier a utilisé ça, puisqu'en fait, il a décomposé l'eau à très haute température pour la recomposer ensuite à basse température pour montrer que l'eau n'était pas un élément chimique. Et ça a été un des points de départ de la fin de la théorie alchimique vers la théorie chimique moderne. Un autre exemple, toujours Lavoisier, à basse température, il a réussi, en chauffant du mercure, à pomper l'oxygène de l'air pour faire l'oxyde de mercure, pour d'ailleurs remarquer que l'air qui restait était incapable d'entretenir une combustion. Puis après, en ayant récupéré l'oxyde de mercure, a été capable à plus haute température de redécomposer cet oxyde en mercure gazeux et en oxygène, et montrer que ce nouveau gaz ici était capable d'entretenir une flamme. Donc la découverte que l'air n'est pas un élément chimique, mais qu'il a plusieurs constituants,
vient aussi de la capacité de certaines réactions chimiques à pouvoir être inversées avec la température. Ça a aussi permis à Lavoisier de démontrer la conservation de la matière. Il n'y a pas de perte de masse quand on brûle quelque chose. Alors, dès la fin du XIXe siècle, il est apparu qu'il était extrêmement important d'être capable de mesurer ces valeurs de delta G, delta H, delta S. Il a fallu également fixer des conditions expérimentales pour pouvoir le faire correctement et que ce soit comparable d'un laboratoire à un autre. Alors, les conditions standards qui ont été fixées sont symbolisées par un petit zéro ici, et ça veut dire qu'on prend les gaz à 1 bar, les solutions à 1 mol par litre. Une température de référence a également été fixée à 25 degrés pour simplifier les comparaisons. Et en fait, il a fallu attendre un siècle entre le petit fascicule de Carnot et ce livre très important de Lewis, 1923. Il a fallu attendre un siècle pour qu'on commence à voir apparaître des tables thermodynamiques qui listent les valeurs de delta G, delta H et delta S pour différentes réactions chimiques. Donc il a fallu à peu près un siècle pour ça. Alors classiquement, comment est-ce qu'on mesure delta G, delta H? Delta G, ça se mesure très facilement avec une pile. Donc il faut utiliser des conditions suivantes, une pression constante et un système fermé. Donc une pile est un système fermé, il n'y a pas de matière qui s'échappe. Et avec une pile, on mesure l'intensité du courant et le voltage. Et l'intensité du courant, la quantité de charge électrique qui circule et le voltage qui sont mesurés simultanément. On mesure simultanément deux variables thermodynamiques qui sont conjuguées. Et quand on trace le potentiel en fonction de la quantité de charge qui traverse la pile, en fait, si on fait l'intégration et qu'on fait la somme de tout ça, on a le travail électrique produit par les électrons qui circulent dans le circuit. Et puis ça, c'est le delta G de la réaction. Donc très tôt, il est apparu qu'une pile était un moyen pour mesurer un delta G de réaction. Quant au delta H, plus classiquement, on prend les mêmes matériaux, la cathode et l'anode qui sont ici de part et d'autre aux deux bornes de la pile. Si on les met en contact dans un calorimètre, on peut mesurer l'élévation de température. Et donc on suit la chaleur spécifique de l'ensemble ici, la chaleur spécifique de l'eau plutôt, qui est ici le milieu qui récupère la chaleur. Cette chaleur spécifique, en fonction de la température, on fait l'intégration et on a la chaleur dégagée à pression constante, c'est le delta H. Donc très longtemps, on a utilisé la pile pour le delta G et le delta H, on a récupéré cette information-là avec un calorimètre. Et puis des deux, on va en déduire delta S, bien sûr, puisque la loi de Gibbs s'applique toujours. Alors un exemple très simple, du lithium solide, qui est un métal très réducteur, peut réagir avec les halogènes, Cl2, Br2, I2, pour former trois solides, LiCl, LiBr et Li. Cette réaction-là est celle qui est mise en jeu dans les pacemakers. Et puis on peut, par calorimétrie, mesurer le delta H de chacune des réactions, le delta G, puis on en déduit le delta S, qui est la barre noire qui est ici. Ces trois couples d'expériences ici démontrent premièrement que la chaleur ne peut pas être entièrement convertie en travail. On a toujours un delta H plus grand qu'un delta G. Et puis à partir de cette relation-là, on peut en déduire delta S, et puis on voit que quand on fait disparaître un solide ou un liquide ou un gaz, en fait, l'entropie varie de manière croissante, ce qui est tout à fait cohérent avec la distribution énergétique croissante quand on passe d'un solide à un liquide à un gaz. Mais ça, c'est assez compliqué à faire. Il faut pile, calorimètre, etc. Et la question qui s'est posée très tôt, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que ça? Et en fait, si, on peut faire mieux que ça. Et on peut utiliser uniquement des piles, mais à des températures variables. Donc ça a été montré dès 1905-1906 par Fritz Haber, qui a utilisé ces réactions qui sont essentielles en métallurgie, les couples C-CO, CO, CO2, etc., et puis la thermolyse de l'eau. Si on arrive à mesurer le delta G à différentes températures, avec des piles uniquement, on peut arriver à accéder aux valeurs de delta H et delta S également, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et c'est la métallurgie qui est la première à fortement bénéficier de cet apport de l'électrochimie des solides à haute température. Alors bien sûr, des piles de température, les électrolytes, on ne peut pas utiliser de solution ni aqueuse ni organique, puisque là on parle de plusieurs centaines de degrés Celsius. Donc on peut utiliser des sels fondus, parfois, c'est pas ce qui est le plus simple, mais surtout des électrolytes solides, oxyde céramique, et donc fabriquer des piles tout solides. Des piles tout solides qui, par exemple, si on prend l'oxydation d'un métal, M donne MO N sur 2 ici, N dépendant de la charge formelle du métal dans l'oxyde,
en fait, on va essayer de fabriquer des piles de ce type-là avec un métal, ça c'est de l'anode, et puis du côté de la cathode, on a une électrode poreuse avec de l'oxygène. Et on fait une réaction à haute température entre le métal et l'oxygène. Et pour faire ça, il faut avoir un électrolyte qui peut être un électrolyte de conducteur d'anion. Dans ce cas-là, c'est l'ion oxyde, et dans ce cas-là, l'oxyde de métal va apparaître du côté ici, du côté de l'anode. Ou alors on peut aussi utiliser un conducteur cationique, et dans ce cas-là, l'oxyde va se former du côté de la cathode, c'est-à-dire du côté où se trouve l'électrode poreuse d'oxygène. Dans tous les cas, tout au long de la réaction, l'oxyde et le métal vont rester en contact électronique et ionique. Donc ils seront en contact physique constant. Et de façon générale, dans la littérature, ce qu'on remarque, c'est depuis très très longtemps, très très tôt, en fait, c'est les conducteurs d'oxygène qui ont été utilisés, puisque finalement, un conducteur d'oxygène, ça peut être utilisé pour oxyder n'importe quel métal, alors qu'un conducteur ionique, ici, cationique, il faut qu'il soit spécifique du métal. Donc c'est plutôt les conducteurs d'anion qui ont été utilisés très tôt. Et puis un autre point également, c'est que quand on fait cette réaction-là, un métal qui s'oxyde pour donner un oxyde du métal, et bien, puisque les deux phases sont en présence de façon perpétuelle, du début à la fin de la réaction, il y a une règle qu'on appelle la loi de la variance, ou la règle des phases, qui dit que tant qu'on aura deux solides en contact en même temps, dans cette situation-là, le potentiel sera fixé. Donc en fait, on n'aura aucune variation de potentiel du début à la fin de la réaction, et mesurer juste un point suffit pour connaître la variation de potentiel du système. Donc un seul point de mesure suffira. Alors là, je vais commencer à vous montrer quelques exemples historiques. Donc ça date de 1916. Alors les conditions expérimentales sont un peu loin de ce qu'on fait maintenant, mais ça vaut la peine d'être étudié. Donc tout d'abord, l'oxygène ici bulle dans de l'argent liquide. Donc c'est de l'argent qui est en fusion. Donc ça constitue l'électrode positive, c'est la cathode, l'électrode à oxygène. Et puis dans le tube ici, vous avez un mélange, soit métal et oxyde, soit deux oxydes différents, peu importe, il faut juste deux solides pour fixer le potentiel. Ça, c'est maintenu à des températures très élevées, et puis on mesure le potentiel. Et il faut remarquer ici que l'électrolyte, c'est quoi? C'est le tube. C'est le tube lui-même qui constitue l'électrolyte où les ions oxydes vont diffuser. Mais à 900 degrés, le quartz ou la porcelaine peuvent faire ça. Et voilà le résultat. Donc ça, c'est un résultat majeur de l'électrochimie des solides. Ça date d'un petit peu plus d'un siècle. C'est que ce que ces chercheurs ont déterminé, c'est que quand on regarde l'évolution du potentiel pour différents couples, oxyde, métal ou entre deux oxydes, en fonction de la température, les potentiels évoluent linéairement. Alors pourquoi c'est important ça? Parce que si le potentiel évolue linéairement, on connaît cette relation-là qui lie le potentiel avec le delta G, ça veut dire que le delta G évolue lui aussi linéairement avec la température. Donc, delta G évolue linéairement avec la température, on peut écrire cette relation-là, et quand je vous parle d'apport majeur de l'électrochimie des solides, c'est que ça veut dire que grâce à ces mesures électrochimiques, on sait depuis très longtemps maintenant que les variations de delta H et de delta S pour une réaction donnée varie avec la température, mais très très peu par rapport aux variations elles-mêmes de la température, puisqu'il y a une réaction de linéarité, et qu'on peut donc considérer delta H et delta S comme des constantes dans un intervalle de température de parfois quelques centaines de degrés. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend souvent comme étant les lois d'Ellingham ou les approximations d'Ellingham. Non, ce sont des approximations qui sont issues d'une expérience, et ce n'est pas réellement une approximation, puisqu'en fait, expérimentalement, on arrive à le démontrer grâce à des piles à haute température. Alors, ce que ça démontre également, c'est qu'en fait, on peut appliquer ça à température ambiante, c'est-à-dire que le delta G d'une réaction, quelle que soit sa température, c'est approximativement le delta H à 25 degrés moins T delta S à 25 degrés. Donc, quand on connaît les deux delta H, delta S à 25 degrés, on peut recalculer le delta G à d'autres températures. Et le fait que ce delta G évolue linéairement avec la température, ça indique que la pente ici, c'est l'entropie, c'est la variation d'entropie. Donc bien évidemment, toutes les réactions qui sont affichées ici avec les réactions écrites en rouge, on fait disparaître un gaz à chaque fois. Donc comme le gaz disparaît, il y a un gaz qui disparaît, donc l'entropie diminue. Il existe donc une température d'inversion. Si on prend un cas un petit peu particulier ici, qui est le carbone qui se décompose avec l'oxygène pour former du monoxyde de carbone, donc en fait, là on fait apparaître un gaz, l'entropie va augmenter et on voit que le potentiel augmente avec la température.
Donc, mesurer delta E en fonction de la température donne directement accès aux trois variables thermodynamiques que l'on cherche à calculer, delta G, delta H et delta S. Alors, bien sûr, utiliser un tube en porcelaine ou en quartz comme électrolyte, ce n'est pas forcément idéal. Il y a beaucoup de problèmes de temps de mesure, et les conductivités sont très faibles, etc., etc. Donc très rapidement, il a fallu inventer de nouveaux électrolytes conducteurs. Et là, c'est Nertz qui intervient encore. Donc ça, c'est 1899. Nertz fait une analogie entre les oxydes purs, qui conduisent parfois très mal les ions, mais dès qu'on fait un oxyde mixte, ça commence à conduire beaucoup mieux. Et l'analogie qu'il fait, c'est avec l'eau distillée qui conduit très mal, le sel NaCl pur qui conduit très très mal aussi, alors que si on les mélange, l'eau de mer conduit très très bien. Et Nertz applique cette analogie à des mélanges d'oxyde de zirconium et d'oxyde d'yttrium. Ça, c'est le premier test, et ça a été breveté en 1901 par Nertz. Il a également breveté la zircone dopée calcium, etc. Il y a beaucoup d'autres formulations qui sont proposées. Et ça a été utilisé de manière assez intéressante pour l'éclairage. Donc ce brevet 1901 a été appliqué tout simplement parce que quand des ions circulent beaucoup à l'intérieur d'un conducteur ionique, il peut y avoir un échauffement équivalent à celui d'électrons qui traversent un conducteur électronique. Et en fait, ça, c'était commercialisé sous le nom des lampes de Nertz, qui devaient bien sûr être d'abord préchauffées à 700 degrés, puisque ces conducteurs ne conduisent qu'à très haute température. Donc on les préchauffe, on fait passer un courant, puis après ça s'auto-entretient, et ça fait des lampes d'éclairage. D'accord ? Alors la zircone, telle qu'elle a été proposée par Nertz, qu'est-ce que c'est ? On sait maintenant que finalement remplacer le zirconium 4+, par l'yttrium 3+, ça crée des lacunes en oxygène, ce qui aide à la conduction ionique. Et puis ça stabilise aussi la phase cubique, qui est la phase qui conduit le mieux les ions. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette invention, il y a eu une avalanche de données thermodynamiques issues de l'électrochimie à haute température. Donc cet électrolyte et puis tous ses cousins ont été utilisés comme électrolytes conducteurs d'oxygène pour étudier des couples métal-oxyde ou métal avec différents sous-oxydes, etc. Et là, je vous montre ici, sur la diapo qui suit, quelques exemples de tout ce qui a été déterminé grâce à des piles haute température pour des systèmes simples. Ça va des oxydes classiques aux oxydes de plutonium, les oxydes d'uranium. Ça marche aussi pour des oxydes complexes. Vous avez ici quelques exemples. Ça marche aussi pour les solutions solides. Ça marche aussi pour les solutions solides ternaires, donc les oxydes non stoichiométriques. Donc ça a été appliqué absolument à tout, et ce sont des dizaines de milliers de publications qui existent depuis l'avènement des oxydes de zirconium dopés. Et ça, c'est de nouveau, je pense, un apport important de l'électrochimie des solides, qui trouve son application essentiellement en métallurgie, mais ça n'empêche que c'est un apport important de l'électrochimie des solides. Alors, assez rapidement, à partir des années 40, on s'est posé la question comment représenter, unifier et utiliser toutes les données thermochimiques issues de ces données électrochimiques. Et c'est ce qu'on appelle les diagrammes d'Ellingham, qui à l'origine étaient Ellingham, Richardson, Jeffs. Et qu'est-ce que c'est qu'un diagramme d'Ellingham ? C'est un diagramme où on représente le delta G de formation d'un oxyde en fonction de sa température. Et on représente sur le même diagramme toutes les droites, tous les segments de droite qui sont représentatifs d'une réaction chimique qui lie un métal avec son oxyde. Alors on peut représenter sur un diagramme de ce type-là le delta G de formation de l'oxyde d'argent avec la température. Puis on remarque ici que la zone où l'oxyde est stable est ici, la zone où le métal est stable est ici, c'est la température d'inversion, ici, qui l'indique. Et la température d'inversion pour l'argent, c'est à peu près 200 degrés Celsius. Ce qui justifie qu'en 1916, on pouvait sans aucun problème faire buller de l'oxygène dans de l'argent fondu, puisqu'à 900 degrés, on sait que c'est l'argent qui est stable et ce n'est pas l'oxyde d'argent. Donc cette réaction ici pouvait se faire sans aucun problème, sans formation d'oxyde d'argent. Dès 200 degrés, l'oxyde d'argent se décompose en argent métallique. Et si on fait un retour historique, ça justifie aussi les manipes de Lavoisier, qui avait chauffé de l'oxyde d'argent à très haute température pour reformer du mercure métallique. Et ça se produit à peu près vers 500 degrés Celsius. Donc au-delà de 500 degrés Celsius, l'oxyde d'argent se décompose l'oxyde de mercure se décompose en mercure métallique et en oxygène.
Et puis on voit ici la cassure qui se trouve ici sur ce diagramme ici. Et bien, cette cassure, ça correspond à la transition entre le mercure liquide et le mercure gazeux. Et sur un diagramme Nellingham, toutes les transitions sont visibles, qu'elles s'appliquent aux métaux, aux éléments chimiques plutôt, non oxydés, ou qu'elles s'appliquent aux oxydes. Donc on peut, sur un seul diagramme comme ça, représenter les zones de stabilité des composés ou des éléments chimiques simples, et également toutes les transitions qui apparaissent, puisque chaque transition s'accompagne d'un changement de l'entropie, donc ça s'accompagne forcément d'une pente qui change en fonction de la température. Et puis on peut continuer. Alors ça, j'ai représenté ici quelques segments ici qui correspondent à le manganèse, le titane, l'aluminium. Plus les segments sont bas dans le diagramme d'Nellingham, plus le métal est oxydable, donc plus l'oxyde est réfractaire. Et puis le lithium n'est pas représenté, mais il est encore plus bas que ça. Et ça permet donc de prévoir les réactions chimiques. Et on peut prévoir, puisque le titane ici est plus bas que le manganèse, l'oxygène préfère être avec le titane qu'avec le manganèse, et donc le titane peut pomper l'oxygène de l'oxyde de manganèse pour former du manganèse et l'oxyde de titane. Et puis on peut faire la même chose avec l'aluminium et le fer. L'aluminium est ici, le fer est beaucoup plus haut ici, donc cette réaction ici va être extrêmement exothermique, c'est ce qu'on appelle le procédé thermite, et qui permet, par exemple, dans certains pays encore, d'utiliser la chaleur produite pour souder des rails ferroviaires. Alors voilà un diagramme d'Nellingham plus complet. Et sur ce diagramme, on peut aussi superposer les segments, les droites qui sont relatives au couple carbone-oxygène. Alors on voit qu'on a trois réactions possibles d'oxydation du carbone ou d'oxydation du monoxyde de carbone, qui peuvent s'accompagner d'un changement d'entropie quasiment nul, ou très très négatif, ou très très positif ici, ce qui permet de prévoir que, par exemple, le monoxyde de carbone ici est un très bon réducteur à basse température, et par contre, à très haute température, le carbone est un très bon réducteur à condition de former le monoxyde de carbone. Donc d'un point de vue utilisation métallurgique, encore une fois, toutes les données qui sont ici sont issues de données électrochimiques impliquant les solides. C'est l'électrochimie du solide. Alors ça peut s'appliquer à des choses plus compliquées encore. Alors ce sont des techniques qui sont utilisées encore maintenant. Ça peut s'appliquer à la formation d'oxydes binaires de ce type-là, avec comme réactif un oxyde, le métal et de l'oxygène. Ça peut s'appliquer à des réactions un petit peu plus compliquées ici, avec réaction entre deux oxydes et de l'oxygène. Donc on n'est pas forcément obligé de partir du métal, on peut partir des oxydes directement. Et puis, chose encore plus étonnante, c'est qu'on peut appliquer ces principes de réaction électrochimique à des réactions qui ne sont pas des réactions redox. Par exemple, la formation d'oxydes binaires de ce type-là. Donc l'oxyde de cadmium réagit avec l'oxyde de chrome pour faire ce ternaire cadmium-chrome. Il n'y a pas de réaction redox ici. Mais si on conçoit de manière futée, je dirais, la pile, on peut arriver à déterminer le ΔG de cette réaction, ΔH, ΔS, à condition qu'un des réactifs soit impliqué dans une réaction d'oxydation et que dans le même temps, la réaction opposée a lieu à l'autre électrode. Dans ce cas-là, on peut déterminer cette relation ici entre le ΔG, ΔH et ΔS pour cette réaction. La même chose pour cette réaction ici, on pourrait multiplier les exemples presque à l'infini. Et puis, il faut savoir que ça ne s'applique pas qu'aux oxydes, puisqu'on dispose maintenant de conducteurs ioniques relativement efficaces pour l'argent, pour le sodium, pour le lithium, pour l'ion fluorure. Et puis, si on n'a pas d'électrolytes solides à disposition, on peut aussi utiliser des électrolytes fondus. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Là, je vous donne juste un exemple où, en fait, vous avez deux sels fondus ici, l'un qui surnage sur l'autre, et donc le séparateur est constitué par l'interface entre ces deux liquides. Okay, donc forcément, le nombre de situations où c'est possible d'utiliser par exemple des sels fondus de chlorure est assez limité, mais il faut savoir que ça existe. Et on dispose maintenant de diagrammes Nellingham, encore une fois issus de l'électrochimie, pour plein de choses, donc les sulfures, sélénures, tellures, chlorures, etc. Et puis ici, je vous donne quelques exemples. Donc ça, c'est le diagramme Nellingham pour quelques fluorures, pour des chlorures, pour des sulfures, où à chaque fois, on représente le ΔG de la réaction en fonction de la température, et puis chaque cassure, dans cette représentation, pour chaque couple, chaque cassure correspond à une transition de phase, ou une transition, une fusion ou une ébullition, que ça puisse concerner l'élément chimique ou son composé.
Alors il y a beaucoup d'autres applications à ça, parce qu'on ne s'est pas arrêté aux déterminations des delta G de formation. On peut aussi utiliser des piles haute température avec électrolyse solide pour déterminer la stabilité relative entre deux phases. Alors si on regarde la conception de cette pile ici, l'électrolyte c'est une alumine bêta qui conduit le sodium. Et puis ici, vous avez donc de l'or qui sert de conducteur électronique, un titanate de sodium, de l'oxygène, et puis du TiO2 ici, et le même TiO2 ici. Donc c'est une pile parfaitement symétrique. Si on conçoit cette pile-là, il ne se passera rien. On a exactement la même chose à gauche et à droite, donc il n'y a pas d'électrons qui circulent parce qu'il n'y a pas de différence de potentiel pour que les électrons circulent. Par contre, si je reproduis cette pile, mais qu'ici je mets de l'anatase et de l'autre côté je mets du rutile, c'est du TiO2 dans les deux cas, mais par contre il y en a un qui va être plus stable que l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a d'un côté une des deux phases qui va réagir pour créer la phase la plus stable de l'autre côté. Et donc en créant une pile de ce type-là, on peut provoquer une réaction chimique avec transfert d'ions sodium et transfert d'électrons. Et le delta E, le signe du delta E et le sens de circulation des électrons va indiquer laquelle des deux phases est la plus stable. Et si on fait l'expérience, on se rend compte que c'est l'anatase qui est plus stable que le rutile. Et on arrive à mesurer, avec la température ici, le delta G de formation des deux phases. Et en fait, on remarque qu'il y a toujours une petite... c'est l'anatase qui va se transformer en rutile. C'est le rutile qui est légèrement plus stable, avec un delta G ici qui est extrêmement faible, de différence entre les deux, mais qui est constant avec la température. Alors ça peut être également, si je reproduis encore une fois cette même manip, mais que je ne mets pas exactement la même chose des deux côtés, mais que je mets ici de l'anatase nanométrique et ici de l'anatase micrométrique, on sait très bien qu'il y a plus d'énergie dans quelque chose qui contient beaucoup de surface que quelque chose qui en contient très peu. Donc ça veut dire que l'anatase nanométrique va réagir pour former de l'autre côté de l'anatase micrométrique, donc profiter de cet apport de matière pour faire croître les cristaux. Et on peut, de cette manière-là, déterminer un delta G de réaction, mais qui est un delta G de réaction directement associé à la surface. Et on peut redéterminer le delta G de surface. Le delta H de surface est la variation d'entropie liée à la surface. Donc ça, c'est une sonde. Donc on peut in situ mesurer la stabilité des interfaces, tout comme on peut in situ mesurer la stabilité d'une phase par rapport à une autre, juste en mesurant un potentiel. Et ça a été appliqué à haute température pour observer la croissance des cristaux. Donc vous avez ici un schéma très, très simplifié ici de la manip, mais en fait c'est juste deux électrodes séparées par un électrolyte à base de rubidium, d'iode et d'argent, qui est un conducteur d'argent, très efficace. Et de l'autre côté ici, de part et d'autre, vous avez une électrode ici constituée de nanoparticules d'argent, ici de microparticules d'argent, donc des particules micrométriques. Et on sait très bien que qu'est-ce qui va se passer? Ces particules ici vont grossir au détriment de celles-ci. Et en mesurant le potentiel, on est capable comme ça de suivre. Donc ça a été fait en couplant l'évolution du potentiel et la microscopie électronique. On est capable ainsi d'observer la croissance des cristaux juste en mesurant un potentiel, puisque le potentiel va forcément s'équilibrer et arriver à un delta E égal à 0 au moment où les cristaux auront la même taille ici et ici. Et puisqu'on parle de métaux, on peut parler également des systèmes binaires, donc des systèmes multi-élémentaires. Et pour reprendre l'exemple des alliages, dont Jean-Marie a parlé juste avant, en fait, le diagramme qui est ici, le diagramme binaire lithium-antimoine, peut être déterminé par des méthodes électrochimiques, purement électrochimiques. Alors ça a été fait à différentes températures. Là, je vous présente des choses qui datent de 1978, qui ont été faites à 400 degrés. À 400 degrés, on ne peut pas utiliser le lithium pur parce qu'il est liquide, donc on utilise un alliage lithium-aluminium. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans ces publications-là, il est indiqué que c'est mieux d'utiliser un alliage lithium-aluminium que le lithium tout seul, parce que ça évite des problèmes de dendrite. Et que ça permet aussi de purifier le lithium, puisque le lithium qu'on utilise, il est souvent impur, et le fait de former d'abord un alliage, ça permet finalement de filtrer le lithium, puis après d'utiliser ce lithium filtré pour être l'unique élément qui réagit à l'anode. Donc toujours est-il que si on part de l'antimoine et qu'on met du lithium dedans, on voit une succession de domaines biphasés. Donc il y en a un premier ici, un deuxième ici, et puis ici, Li3Sb réagit avec le liquide qui est ici. Donc on a une succession de domaines biphasés. Qui dit biphasage dit potentiel fixe. Et donc quand on suit le potentiel ici de cette pile, antimoine-lithium,
on suit le potentiel avec la température ici. La température est à 400 degrés, pardon. On suit le potentiel avec la composition lithium-antimoine. Et on voit ici un potentiel fixe qui correspond au premier biphasé, puis une baisse de potentiel et un deuxième biphasage qui correspond à ce domaine ici, puis après une chute ici avec quelque chose ici qui est proche de zéro, puisqu'on a un liquide ici qui est quasiment du lithium pur. Donc en faisant ça, on a possibilité de tracer le diagramme, connaître les delta G, delta H, delta S de toutes les transitions. Les températures, elles sont fixées par l'expérience, mais on arrive directement à déterminer également les compositions des phases qui sont des phases définies, qui sont indiquées par des domaines verticaux ici. Alors, pour conclure cet exposé, je dirais que l'électrochimie des solides, et essentiellement à haute température, a été un acteur extrêmement important, premièrement vis-à-vis de la connaissance qu'on a de la thermodynamique, de l'énergie, et puis ça a été appliqué dans beaucoup de domaines, en particulier la métallurgie, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Alors, c'est utilisable pour les équilibres ternaires, on peut faire la même chose pour des équilibres ternaires, mais il y a aussi des choses qui sont étonnantes. Par exemple, on utilise beaucoup l'indium, les alliages lithium-indium dans les batteries tout solides actuellement. Ça a été les microbatteries, dès le début, c'était du lithium-indium. Et si on regarde le diagramme d'équilibre lithium-indium tel qu'il est connu maintenant, en fait, tous les domaines en pointillé ici, c'est des choses qui ne sont pas encore bien connues. Donc, beaucoup de choses se font sur le lithium-indium actuellement, et en fait, une pile à haute température et des études à haute température correctement menées pourraient certainement combler en fait, les lacunes qu'on a dans des diagrammes aussi simples que lithium-indium encore actuellement. Et puis, sans aller dans des températures extrêmes, le schéma qui est complètement à droite ici, ça correspond à une expérience qui consiste à mesurer la variation du potentiel au cours de l'intercalation du lithium dans le graphite, qui permet de mesurer, en fonction de la température, le potentiel d'intercalation du lithium dans le graphite dans une pile à électrolyte liquide. Donc avec des variations de température relativement faibles, mais ça suffit pour montrer qu'on peut suivre la variation d'enthalpie de la réaction d'intercalation du lithium et d'entropie également ici, avec de cette manière-là la possibilité de mettre en évidence des choses qui sont assez difficilement observables par rayon X, par exemple. Et actuellement, il y a encore beaucoup de débats sur l'intercalation du sodium dans les hard carbone. Et ça peut constituer un outil, je pense, important pour alimenter la discussion sur qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on insère du lithium dans du carbone, dans des hard carbone. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai terminé.